Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 22 mars. Quelle est l'actualité du jour? La réponse dans ce sommaire. Après l'ouverture lundi, deuxième journée pour la Monaco Ocean Week. Une cinquantaine de rendez-vous sont prévus toute cette semaine à l'occasion de cette 5e édition. Aujourd'hui, focus sur quelque chose de très utile au quotidien, mais c'est une véritable plaie ouverte quand il se retrouve dans les océans, le plastique. La présentation dans ce journal d'une jeune entreprise qui vient d'intégrer l'incubateur et accélérateur de start-up, Monaco Tech. Son nom, EH2P, une start-up qui conçoit, fabrique et vend des motopropulseurs écologiques. Nous vous parlions hier de l'initiative de l'Union cycliste de Monaco qui a accueilli un grimpeur ukrainien. Aujourd'hui, nous sommes allés voir la compagnie des ballets de Monte-Carlo qui a accueilli 4 jeunes danseurs ukrainiens. Et nous écouterons Jean-Christophe Maillot à ce propos. Le directeur et chorégraphe des ballets a annoncé la semaine dernière avoir suspendu l'autorisation des droits de présentation au Bolchoï de son ballet La Mégère apprivoisée, un ballet créé pour eux en 2014. Le festival de salsa a fait son grand retour à l'espace Léo Ferré ce week-end après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire. La présentation de cet événement dans un reportage. La majorité des habitants attendent impatiemment l'arrivée du printemps, une période où l'on enlève les blousons, où il fait jour plus tard, où l'on profite davantage des terrasses, des cafés, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes appréhendent cette période, voire longtemps une horreur, les allergiques. Nous recevrons une pneumologue à ce sujet qui nous donnera quelques conseils. Et enfin, en basket, Monaco reçoit mercredi l'Olympiakos en Euroleague. Nous vous présenterons les enjeux de cette rencontre, la Roca Team qui a les playoffs en ligne de mire. Nous vous en parlons depuis lundi. Nous sommes en pleine Monaco Ocean Week, du musée océanographique au Yacht Club en passant par le Novotel. Différents rendez-vous sont organisés et proposés afin par exemple de dresser un état des lieux et de protéger la santé des océans. Ce soir, Sandrine Nègre et Jean-Alexandre Dordet vous en disent plus sur ce fléau qu'est le plastique. Nous vivons sur Terre, mais savons depuis longtemps qu'on la surnomme aussi la planète bleue, et ce, en raison des mers et des océans qui occupent plus de 70% de la surface du globe. Pourtant, ce sont bien les actions de l'homme qui détériorent cet or bleu, à travers notamment les pollutions plastiques. Centre scientifique de Monaco, Fondation Prince Albert II, Boston College et Fondation australienne Mindero unissent leurs forces. Cet atelier de travail a pour objectif de réunir des scientifiques internationaux, spécialistes des contaminants, spécialistes de l'exposition aux produits chimiques, des biologistes marins, des médecins, des scientifiques pour travailler autour des effets de la pollution plastique sur la santé humaine. Cet atelier a pour objectif de produire un rapport de synthèse dans 1 an à la Monaco Ocean Week 2023 pour présenter nos travaux. On veut recenser dans un seul document de référence tous les effets connus de la pollution plastique. Par exemple, on a retrouvé des microplastiques dans les sels et certaines études montrent qu'il y a un effet sur les maladies inflammatoires de l'intestin. On a également retrouvé des fibres de plastique chez les travailleurs du textile et avec des maladies pulmonaires qui en résultent. Donc on veut colliger ces données avec un niveau de preuve suffisant, mais également s'intéresser aux propriétés du plastique dans les océans, d'agréger des produits chimiques ou des bactéries pathogènes. Et c'est d'ailleurs l'objet de travaux récents du CSM, des équipes de recherche du CSM, qui ont montré que les particules de plastique ont un effet délétère sur les algues qui vivent au cœur des coraux. Des images comme celle-ci sont d'ailleurs saisissantes et parlent malheureusement d'elles-mêmes. Des pollutions berg, telles l'iceberg, la partie la plus importante et très souvent sous l'eau. This is a global problem. The pollution does not respect international borders or boundaries, and we all have to work together in order to solve it, in order to get much better chemical regulation to control these chemicals, as well as design new materials. What's so encouraging is there are many people around the world, in the United States, Europe, Japan, China, Africa, Asia, who are all deeply concerned. The Mindero Foundation is setting up a global network to bring these people together. Un véritable élan mondial porté par les efforts de plusieurs pays dont la principauté de Monaco permettra donc de réaliser ce rapport sur les plastiques et la santé planétaire. Et nous aussi, nous pouvons apporter notre contribution au quotidien en limitant l'usage des matières plastiques ou en les recyclant.
Comme chaque mardi, nous retrouvons l'une des dernières recrues de l'incubateur et accélérateur de start-up Monaco Tech. Aujourd'hui, direction le domaine de la Green Tech avec EH2P, une start-up qui conçoit, fabrique et vend des motopropulseurs écologiques, zéro émission de CO2, principalement pour le marché de la marine. Reportage signé Anaïs Rieu et Jean-Alexandre Dordet. 100% électrique, hybride ou à motorisation thermique et hydrogène, voici comment se veulent les motopropulseurs et batteries conçus par la société EH2P. Principalement destinés au marché de la marine de haute performance, les moteurs fabriqués par la jeune start-up ne rejettent pas de dioxyde de carbone. Déjà dans le domaine depuis plusieurs années, Jean-François Nicolino lance EH2P en janvier 2022 à Monaco. Moi j'ai une trentaine d'expériences dans la conception et la fabrication de gros motopulseurs. Mon expérience elle est principalement sur le développement de gros motopulseurs pour la compétition automobile et l'aéronautique. En 2018 j'ai créé une société en France qui s'appelle EHP2 qui fait de la conception et la fabrication de gros motopulseurs principalement pour l'aéronautique, le motorsport et la défense en France. Et donc depuis le mois de janvier, j'ai créé une société, EH2P, qui est ici à Monaco, principalement pour le marché de la marine. À l'identique d'un véhicule automobile hybride, les bateaux équipés de moteurs 100% électriques seront écologiques et silencieux. Donc ici, un projet qui est en train d'être développé, où je vais hybrider un moteur hors-bord classique en positionnant un moteur électrique autour de l'hélice via ce carter spécifique pour avoir des modes 100% électriques, donc zéro émission de carbone pour des approches silencieuses, des rentrées au port, des sorties au port ou des approches en zone zéro émission. Né donc en principauté et développé par le programme interne de Monaco Tech, EH2P vise dans un premier temps le marché monégasque ainsi que français, puis dans un second temps une expansion vers l'Europe en 2023. Restons dans le domaine maritime. Parmi les nombreux rendez-vous liés à la Monaco Ocean Week dont nous avons parlé précédemment, une session sur le leadership océanique à grande échelle. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, il s'agit d'un événement qui vise à mobiliser la communauté scientifique, les décideurs politiques, les entreprises et la société civile autour d'un programme commun de recherche et d'innovation technologique. À quoi ressemblera l'océan dans le futur? Des réponses qui révèlent des points de vue différents sur les trajectoires de l'exploration et de l'exploitation. Ces discussions ont souligné des parcours de leadership d'une communauté mondiale qui a donné l'occasion aux participants de partager leurs propres histoires. La Monaco Ocean Week, c'est aussi l'accord Ramoge qui a présenté une vidéo de sensibilisation sur l'impact des déchets marins intitulée « Frissons dans les abysses ». Au cours de ces campagnes d'exploration sous-marine, l'équipe Ramoge, composée de scientifiques des 3 pays, a fait la découverte de plusieurs zones d'accumulation de déchets. Des images capturées par un robot téléguidé au large de Monaco montrent la quantité impressionnante de déchets en matière plastique que l'on retrouve à plus de 2000 mètres de profondeur. Tous ces déchets proviennent de la terre, abandonnés dans la nature, emportés dans les cours d'eau jusqu'à la mer, puis charriés par les courants. Ils se sont accumulés au fond de ces canyons. Comme chaque semaine, le gouvernement princier communique les chiffres relatifs au dépistage de la Covid-19 et le taux remonte. Oui, le nombre de tests réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 14 et le 20 mars est de 3218 tests PCR et antigéniques pour un taux de positivité de 17,18%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 910 contre 621 la semaine dernière. Quand l'art se fait politique, elle était la ballerine vedette du Bolchoï. L'étoile Olga Smirnova a fait grand bruit en démissionnant la semaine dernière. Elle est la première danseuse russe à prendre position contre la guerre en Ukraine, alors que de nombreux danseurs étrangers ont déjà démissionné de compagnies russes. Enfin, de semaine dernière, c'était au tour de Jean-Christophe Maillot de prendre position. Le directeur et chorégraphe des ballets de Monte-Carlo annonce avoir suspendu l'autorisation des droits de présentation au Bolchoï de son ballet La Mégère apprivoisée, créé pour eux en 2014. On l'écoute au micro d'Alexandra Pani.
Je sais que le directeur du théâtre avait pris position contre cette guerre. Il me semblait important aussi de lui témoigner d'une certaine manière ma solidarité en refusant en fait que mon ballet soit présenté. Parce que je pense que s'il est présenté là-bas, c'est indirectement une forme de caution à ce qui se passe en ce moment. Et je pense que c'est de mon devoir en tout cas de m'interdire ça. Maintenant, est-ce que la Russie est-ce que le Bolchoï va respecter cette décision? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai toujours pas de réponse. Je ne suis pas sûr de trouver un avocat prêt à partir à Moscou pour défendre cette idée-là. Mais en attendant, c'était important pour moi de le dire, de le penser profondément et avec le grand espoir que tout ça s'arrête un jour et qu'on puisse reprendre des relations normales. Mais enfin, je pense que ça va être un peu difficile. Et puis de l'autre côté, il faut prendre en compte aussi ce que tout le monde sait aujourd'hui, c'est-à-dire la souffrance de tout ce peuple qui subit cette agression. Et il fallait trouver des moyens, à mon avis, efficaces de pouvoir les aider. Essentiellement ces 4 jeunes danseurs qui se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, qui étaient de Kiev. Je dis toujours que c'est souvent le rôle des artistes que de convaincre les politiques que l'art est fondamental et comme on a besoin d'eux, c'est à nous aussi de faire un effort vers eux. Donc on ne peut pas attendre qu'au moment où il y a des difficultés politiques, l'artiste ne soit qu'artiste et n'ait pas de position forte. Et on l'a entendu, l'une des actions concrètes de la compagnie monégasque a été d'accueillir 4 jeunes élèves danseurs ukrainiens. Ils séjournent au sein de l'Académie Princesse Grace où ils suivent les cours comme les autres élèves. Alexandra Pani est allée les rencontrer. Ils sont 60 à ce jour à avoir trouvé refuge dans les écoles de danse du monde entier, au sein de Casamia, le bâtiment qui abrite l'Académie Princesse Grace. 4 jeunes danseurs ukrainiens sont arrivés ces 2 dernières semaines. 2 filles et 2 garçons âgés de 15 à 17 ans. Lorsque les organisateurs du Youth America Grand Prix ont contacté Luca Massala et les ballets de Monte-Carlo, la réponse était évidente. Ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. Je suis en train de réfléchir parce que ça vient juste d'arriver. D'abord, comme on dit, c'est un peu les soigner. Cette dernière fille, Sofia, qui est arrivée aujourd'hui avec sa maman, vient de requitter sa maman qui retourne à Kiev pour se battre, pour rentrer dans cette guerre. Alors d'abord, je pense que la chose meilleure, c'est comprendre un petit peu psychologiquement comment ils y vont. Mais je vais mettre tout ce qu'on a ici à l'Académie, aussi professionnellement, pour les aider à devenir encore de meilleurs danseurs qu'ils seraient peut-être devenus s'ils restaient chez eux. Je veux rester très positive. Un accueil facilité par le gouvernement monégasque, une cellule de soutien leur est proposée, mais aussi une aide pour leur papier d'identité et une couverture médicale. Sofia, Lisa, Evgeny et Martine sont aujourd'hui intégrés parmi les autres élèves de l'académie. Ils suivent leur classe quotidienne et dorment sur place. Une opportunité pour eux de fuir cette zone de conflit et de continuer à vivre leur passion pour la danse. Better than first days here. It's so hard to be on a distance with my family. It's so hard to myself. And my friends so far from Monaco, and all what I need right now is meet with my friends and hug. My family are in Ukraine and they are fighting and the situation is really bad and I'm nervous because sometimes I even don't have a connection with my parents and I know that they need to sleep in garage or something like that. This is why I feel nervous, but we hope that everything will be good in Ukraine. Everything is a bit hard now because it is absolutely another style, but I try to manage, try to do my best. We have a lot of lessons, we have classical, like contemporary is something new for me because I never did it before. We can do our personal work. We have a lot of studios which are amazing with this view in Monaco. I didn't get used to it, but this is why it is something surprising and really cool. So I'm enjoying every day here and every moment. Profiter de chaque instant, une belle philosophie pour ces jeunes danseurs qui vivent une situation si complexe. Mais ici, ils ont trouvé un nouveau cocon pour s'épanouir et aspirer à un avenir plus heureux. On reste dans le domaine de la danse, mais d'un point de vue plus festif et réjouissant. Le festival de salsa a fait son grand retour ce week-end à l'espace Léo Ferré après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire. Bachata, salsa, kizomba, débutants ou avancés, il y en avait pour tous les goûts et tous les niveaux. Reportage du duo de danseurs de la rédaction, Juliette Rappert et Olivier Bonello.
Après 2 annulations pour cause de crise sanitaire en 2020 et 2021, le Festival international de salsa de Monaco a retrouvé ses adeptes. 600 personnes étaient au rendez-vous pour cette édition 2022, un retour en fanfare. Le retour que j'ai eu après la première soirée, c'est que les gens ils étaient super contents de se revoir. Là, ça a été, on le ressentait en fait. Les gens, quand on se voyait, on se prenait dans les bras, on disait ça y est, ça fait du bien de pouvoir repartir, de pouvoir redanser. Nous ici, on met vraiment le paquet pour que les gens ils soient contents. C'est pas un événement dans un gymnase, c'est vraiment un événement dans une très 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 belle salle. Donc les gens, quand ils rentrent ici, ils sont contents ne serait-ce que d'être ici. Créé en 2006, le festival de salsa n'a cessé de se développer pour devenir un rendez-vous incontournable des amateurs de danse et musique latine du monde entier. Pour cette 13e édition, Hamidine Thiam a voulu un festival à son image regroupant différents styles de danse. Nous, on est des passionnés, des grands passionnés de danse, de musique, d'événements. Et on a voulu apporter le côté latino, on va dire, de l'événement, l'ambiance, l'atmosphère. Il y a des cours, aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Salsa, bachata, kizomba, cha-cha, afro house, mais tout ce qui est un peu afro-latino. Une occasion de découvrir ou redécouvrir les danses latines en principauté. Et sachez qu'à partir du mois d'avril, les cours de salsa reprennent à la Rascasse le jeudi soir. Le printemps est donc propice aux sorties après le travail, comme pourquoi pas aller danser de la salsa ou boire un verre, c'est plutôt sympa. Et pourtant, le printemps n'est pas agréable pour tout le monde, c'est même des fois cauchemardesque pour certains, les allergiques. Nous sommes pour parler de ce sujet avec une pneumologue du CHPG, Marjorie Loriou, bonsoir. Bonsoir. Le printemps, c'est la période des allergies, c'est vrai ou c'est une légende ? Et c'est bien vrai, le printemps arrive avec tous ces pollens allergisants qui commencent dans la majorité de la France plutôt mars jusqu'à juin. Mais dans notre région, qui a un climat plutôt doux, les pollens ont déjà commencé depuis la fin du mois de janvier avec le pollen de cyprès qui a embêté pas mal de nos patients. Quels sont les symptômes d'une allergie ? Fort heureusement, l'allergie au pollen, les allergies respiratoires, dans plus de 70% des cas, c'est une rhinite allergique, donc des symptômes de rhume, le nez qui coule, les éternuements, les yeux qui grattent, sans gravité. Ensuite, on peut avoir des allergies un peu plus graves, notamment avec l'asthme, dans environ 15 à 30% des personnes allergiques, où là, on peut avoir malheureusement des symptômes un petit peu plus graves. Alors, vous avez dit que c'était un peu comme des symptômes de rhume. Comment est-ce que l'on distingue une allergie et un rhume ? Ce qui peut nous mettre sur la voie plutôt d'une allergie, c'est déjà la périodicité. Si tous les ans, à la même époque, on a des symptômes de rhume. Et la durée. Un rhume, en général, en 5 jours, on est guéri. Une rhinite allergique à cause de pollen va durer pendant toute la période pollinique, c'est-à-dire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ensuite, sur les symptômes, en général, la rhinite infectieuse va altérer un petit peu plus l'état général, on va être un peu plus fatigué, parfois on peut avoir un peu de fièvre, ce qui n'est pas le cas pour la rhinite allergique. Et sur les symptômes, il y a l'écoulement nasal, notamment ce qu'on appelle la rhinorrhée, qui reste toujours très clair, limpide chez les patients allergiques. Alors vous l'avez évoqué, ça peut être grave, mais à quel point ? Il reste de très rares cas d'asthme sévère. On peut faire aussi des crises d'asthme aigu grave qui peuvent même emmener le patient jusqu'en réanimation. Mais je vous rassure, grâce aux traitements qui se sont développés ces trentaines d'années, ces cas sont de plus en plus rares. L'asthme sévère est devenu une maladie rare. Alors sans aller jusqu'au drame avec une allergie, il peut y avoir des conséquences aussi sur le comportement. Je pense au sommeil, aux humeurs et autres. Il y a des conséquences, hein ? Ça fatigue, le sommeil est perturbé et on est bien sûr encore plus fatigué le reste du temps. Ça touche plus les enfants, les adultes, les femmes, les hommes. Qui est-ce qui est concerné par les allergies ? Tout le monde peut être concerné. Alors, avec des manifestations qui sont différentes chez les enfants, chez les adultes, mais on peut même avoir une rhinite ou un asthme qui débute à 60 ans. Est-ce qu'avec la pollution atmosphérique, on est de plus en plus allergique selon vous ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pollution est un facteur aggravant de l'allergie sur notamment 2 facteurs. Premièrement, sur nous-mêmes, car la pollution est un irritant.
Et l'autre facteur, c'est que la pollution agit directement sur la graine de pollen en modifiant sa structure, en fragilisant sa structure, qui fait que cette graine va s'ouvrir et va déverser les protéines allergisantes dans l'air. Donc il y a plus de protéines allergisantes, elles sont plus légères, donc elles sont transportées beaucoup plus facilement et elles pénètrent beaucoup plus facilement dans notre organisme, ce qui les rend encore plus allergisantes. Que faut-il faire pour éviter les allergies? Quels sont les traitements? Il y a tout d'abord le traitement symptomatique, qui est l'antihistaminique, que tout le monde connaît. Après, on peut mettre aussi des sprays, des traitements locaux anti-inflammatoires au niveau de la muqueuse nasale. Et quelque chose de simple aussi et de facile à faire, c'est de se laver le nez, on respire les pollens toute la journée. À un moment, si on les enlève de notre muqueuse nasale, c'est toujours mieux. Et quelles sont les plantes? Donnez-nous un conseil, les plantes, les arbres, les fleurs qu'il faut éviter chez soi, dans son jardin, sur sa terrasse. Le conseil est de faire un petit peu, s'appuyer sur la biodiversité. Voilà, ne pas faire que des cyprès, que des oliviers dans son jardin. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est les gestes barrières vis-à-vis des pollens lorsqu'on est allergique. Le masque peut être tout à fait efficace lorsqu'on est dehors. Et ensuite, effectivement, des conseils comme ne pas étendre son linge dehors pendant les périodes de forte pollinisation et aérer pendant les périodes où les pollens sont moins disséminés. En fait, la plante va surtout relarguer son pollen lorsqu'il fait chaud et qu'il y a du vent. Mais écoutez, docteur Loriou, merci de nous avoir donné tous ces conseils. De rien. On retrouve à présent Vanessa Dessy pour la suite de l'actualité en bref. Stéphane Valéry, accompagné de plusieurs élus du Conseil national, ont visité les locaux de la délégation interministérielle en charge de la transition numérique en présence de Frédéric Ginta. Une visite au cours de laquelle les élus ont pu rencontrer et échanger avec les équipes des différentes directions, des services numériques, des systèmes d'information et des plateformes et ressources numériques dans le cadre du programme Extended Monaco qui œuvre pour la transformation numérique de la principauté et des services aux monégasques résidents et pendulaire. Cette nouvelle structure a pour vocation d'accueillir l'ensemble des services de l'État ainsi que les partenaires publics et privés de la DITN. Que ce soit des 2 roues ou des 4 roues, l'administration des domaines procédera à compter de ce lundi à une vente aux enchères administratives. Une vente de véhicules réquisitionnés sur la voie publique ou réformés de l'administration dont la liste est disponible sur le site internet du service public du gouvernement. La date limite des offres est fixée au vendredi 8 avril à 12 h. Au regard de la situation sanitaire actuelle, il est fortement recommandé de télécharger la liste des véhicules. Le dépôt des offres devra se faire exclusivement dans la boîte aux lettres prévue à cet effet dans le hall d'entrée de l'immeuble 24 rue du Gabion. Vous voulez nous parler d'un concert caritatif au profit des réfugiés ukrainiens. L'association Les Smileys de Monaco propose Accroche-Cœur au Théâtre des Variétés le samedi 23 avril. Tous les fonds récoltés iront en faveur des réfugiés ukrainiens. Pour réserver vos places, il vous suffit de contacter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. D'un concert à un autre, prochain Thursday Live Session au Grimaldi Forum ce jeudi avec le groupe Daudelin. Une invitation à danser cadencé. Nomades et défricheurs, Dunlo explore un chemin où s'assemblent jazz créole, dance floor électronique et percussions antillaises. Les textes écrits en créole, en anglais ou en français sont des messages d'amour, de combat, de fraternité et même de mémoire. Et de titre en titre, le jazz contemporain se tisse avec le reggae. Une opération handi-ski accueillie à Isola 2000. 10 personnes à mobilité réduite ont été accueillies sur les pistes d'Isola 2000. Handi-ski permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer le ski alpin. La connaissance du handicap et le choix d'un bon matériel permet de faire en sorte que ces personnes prennent du plaisir, quel que soit leur degré d'incapacité. Lors de ce week-end, des pilotes ski bénévoles ont permis à tous les membres de l'association des handicapés moteurs de redécouvrir les joies du ski. Et nous serons présents pour enregistrer l'émission Backstage autour de ce groupe ce jeudi. Et l'information sportive du jour, on vient de l'apprendre, Rafael Nadal ne participera pas au Rolex Monte Carlo Masters. Rafa souffre d'une côte fêlée à la suite de l'Indian Wells. Il sera absent des cours pour une durée allant de 4 à 6 semaines.
En basket, alors qu'il ne reste que 4 matchs européens pour la Roca Team, une place en play-off n'est toujours pas assurée. 2 victoires cette semaine pourraient propulser les Monégasques vers leur objectif. Mais attention, leurs adversaires sont eux aussi en grande forme. Reportage Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Avant d'affronter Baskonia, la Roca Team se frotte à l'Olympiakos ce mercredi. Les Grecs sont 4e du classement et vainqueurs de 6 de leurs 7 dernières rencontres. Une excellente forme qui n'a rien d'un hasard. It's a great team, basketball team. It's like the team, who can share the ball on highest possible level. What every coach likes to see. They play together. They know. They're experienced. They know exactly what they do on the court. How to attack, who to attack, when to attack. They are perfect in this. Côté Monaco, évidemment, les joueurs sont en confiance avec 9 victoires sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais surtout, en Euroleague, les Monégasques restent sur une démonstration face aux champions en titre. It gave us confidence. It showed that if we go out there, play together, play defense, we can beat anybody. We play home. We have to have some risks. We have team together and everybody is healthy and ready to play, and it's a crucial one, to see. Let's see how mentally we are prepared, to play such a team. Après la grosse étape du mercredi soir, c'est Baskonia qui vient rendre visite à Monaco vendredi. Les Basques ont retrouvé le sourire sur leur dernier match en enchaînant 3 victoires après une terrible série de 8 défaites. They're playing better. I know they were on a little bit of a losing streak, but the few games I watched, they're playing much better, and that's going to be another difficult game. They're right behind us actually, so it's another big game for us. Et puis c'est officiel, depuis ce mardi, les équipes russes sont exclues de l'Euroleague et Eurocup. Conséquence directe, tous les résultats face à ces équipes sont annulés. Avec 4 victoires et 1 défaite décomptée, Monaco passe de la 5e place à la 8e position dans ce nouveau classement. C'est donc une semaine ultra décisive pour la Roca Team. Début des hostilités ce mercredi face à l'Olympiakos à 20 h à Gaston-Médecin. Un match à suivre donc sur place, salle Gaston-Médecin, mais également, et vous en avez l'habitude, en direct sur Monaco Info. Un point météo à présent, Vanessa, le soleil a décidé de rester en principauté. Effectivement, Fabien, le temps sera toujours dégagé avec un beau ciel bleu durant toute la journée. Les températures iront de 7 à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 6h27 et se couchera à 18h46. Et nous fêterons les Victoriens. Merci Vanessa. Nous en avons parlé dans cette édition. De nombreux rendez-vous et conférences sont organisés toute cette semaine dans le cadre de la Monaco Ocean Week. À cette occasion, les photos du jour prises par Michael Alesi sont tout naturellement consacrées à celle qui nous fait vivre et qui nous nourrit, le joyau de nos côtes, la mer Méditerranée. On se retrouve demain, même heure. À très bientôt. Au revoir.